نلقاهم هكا يخرجوا لي كيما كنت هنا برك انت غير وين Bonjour, bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour la dernière séance ensemble. Alors j'ai une petite question, donc bonjour, ou un bonjour éventuellement, ouais, un petit bonjour. Donc, je vous souhaite la bienvenue donc, pour la dernière séance avec moi. Donc, par contre, ce qu'on va faire, on va faire les tumeurs. Bonjour. Alors, on va faire les tumeurs et on va faire le TD, parce que sur le programme, le TD des cas cliniques ne figurait pas. Donc, on va faire les tumeurs, on va commencer par les tumeurs, et puis on enchaînera par le TD des cas cliniques. Donc, c'est le dernier TD qu'on a. Oui, on va faire les mélanomes, on va faire les carcinomes, et puis on va faire c'est un petit peu la synthèse de ce qu'on a vu, donc le TD des cas cliniques, donc on en a pour l'après-midi ensemble. Alors, j'attends juste que vous êtes tous là? Oui? Alors, il n'y a pas grand monde là? Alors, je ne sais pas, j'aurais bien aimé sincèrement interagir un petit peu avec vous. Je ne sais pas si la caméra elle est fonctionnelle, mais là, sinon on va faire comme d'habitude. Donc vous allez poser vos questions comme d'habitude, donc par écrit. On essaiera donc d'y répondre. De part et d'autre, des deux côtés de l'écran. Donc, je compte sur vous. J'espère que vous avez préparé un petit peu votre cours. Hein. Donc, il y avait des questions sur les planches, sur le cours qui a été mis en ligne. Donc, on est là pour étayer plus d'informations. Et puis, alors, on commence si vous voulez bien. Alors, le mélanome. Alors, le mélanome, ben, tout le monde a déjà entendu parler du mélanome. Hein. Donc, c'est pas nouveau. C'est pas. Attendez, je vais juste voir pourquoi ça marche pas. Donc le mélanome, vous m'entendez bien. Donc, il n'y a pas de problème de son là. Donc le mélanome, c'est d'abord, je vous fais un petit bref aperçu. Donc en matière de tumeurs, d'abord au niveau de la peau, sachez qu'il existe plusieurs types de tumeurs. Il n'y a pas que le mélanome et les carcinomes. Hein. On a vu à travers les constituants, donc qui étaient quand même assez variés. Donc la peau en étant riche, donc les tumeurs peuvent se faire à partir de tous les constituants. Hein. Elle peut se faire à partir des constituants vasculaires, fibreux, mélaniques, donc cellules mélanocytaires, à partir des kératinocytes. Donc, on va retrouver un tas de tumeurs, mais là, on a axé quand même notre programme sur les tumeurs les plus fréquentes, on va dire, et puis celles quand même dont le pronostic reste en général sombre, hein, notamment pour le mélanome. Cependant, l'intérêt pourquoi de connaître, c'est qu'on peut parfois quand même guérir du mélanome et puis venir un petit peu éviter cette évolution fatale à travers un diagnostic précoce. Alors en matière de tumeur, donc le mélanome reste quand même la tumeur la plus meurtrière. Hein. Donc, et puis vous avez les carcinomes. Les carcinomes, on verra. Il y a des bons carcinomes, pas trop méchants, à travers le carcinome basocellulaire. Et puis vous avez quand même le spinocellulaire qui a un pronostic un peu moins favorable. Mais traité également à temps. Et puis on verra qu'à travers donc les différentes formes de tumeurs, il y a des précurseurs qu'on pourra traiter et donc éviter l'évolution vers donc cette transformation donc tumorale. Alors non seulement donc vous pouvez avoir un tas de tumeurs, alors il y a d'autres tumeurs, vous pouvez avoir des lymphomes, on l'a déjà vu ensemble, donc on peut avoir des lymphomes, on peut avoir des sarcomes, on peut avoir d'autres choses. Hein. Et puis la peau peut être le siège soit de tumeurs primitives, soit de métastases. D'accord? Alors, on commence un petit peu par notre mélanome. Alors, tout le monde connaît ce que c'est qu'un mélanome. Avant, on disait mélanome malin. Donc maintenant, on n'utilise que le terme mélanome.
Alors, mélanome signifie tumeur maligne. Hein. C'est pas la peine de lui rajouter le terme malin. Il se suffit à lui-même. Alors, c'est une tumeur donc maligne qui va se développer aux dépens des mélanocytes. Les mélanocytes, vous savez ce que c'est les cellules qui vont fabriquer la mélanine. C'est elles qui sont à l'origine de notre carnation. Je vous ai demandé la dernière fois de regarder un petit peu les phototypes. Les phototypes, c'est-à-dire les différentes carnations donc, qui sont présentes chez la population générale. J'espère que vous avez jeté un coup d'œil. De toute façon, on verra ça par la suite. Alors, ce mélanome-là, dans la plupart des cas, va apparaître de novo, c'est-à-dire sur une peau saine. Donc, pourquoi? Parce que souvent, les gens viennent nous dire, voilà, j'ai un névus ou un grain de beauté, je l'ai traumatisé, il a saigné, puis les gens ont toujours cette crainte de transformation maligne. Ça reste rare. Donc, la transformation, non pas suite au traumatisme, mais la transformation d'une tumeur mélanocytaire bénigne, à savoir les névus, reste rare. Sauf pour certains cas de figure, on verra lesquels. Alors, il y a certains types de névus qu'il faudra surveiller un petit peu de près. Donc, je vous montrerai tout à l'heure quels sont ces types de névus. Alors, si vous avez des questions, profitez-en. Donc, étant donné que c'est la dernière séance avec moi, donc si vous avez des questions, essayez de les poser. Alors, le pronostic, c'est l'indice de Breslow. On le verra dans le détail. Maintenant, j'ai oublié de vous dire, donc on a non seulement des mélanomes de localisation cutanée, mais vous avez des mélanomes de localisation muqueuse. Est-ce que vous avez une idée sur le pourquoi de cela? Alors, quelqu'un a une idée ou non? Est-ce que vous avez une idée? J'attends une réponse, s'il vous plaît. Alors, il y a une petite question en rouge sur la planche. Alors, oui, alors je regarde un petit peu vos réponses. C'est rare. Qu'est-ce qui est rare? Alors, parmi vos camarades, il y a quelqu'un qui me répond que c'est rare. Qu'est-ce qui est rare? La transformation? Oui, c'est extrêmement rare et elle se fait sur... Ah oui, le mélanome des muqueuses, il est extrême, oui, il est rare. Pas si rare que ça, hein, ça existe. Faut pas. Alors pourquoi? Parce que parfois on se retrouve face à malheureusement des cas dépassés un petit peu. Oui, alors je vais juste répondre à votre camarade et puis je vais répondre au deuxième donc étudiant. Donc l'existence, il existe, il faut l'avoir en tête. On en a vu, on en voit de temps en temps. Ça reste bien sûr rare, mais dans la plupart des cas, c'est des mélanomes qui passent inaperçus. On verra pourquoi. Hein. Donc c'est difficile. Souvent, on les découvre au stade de métastase, donc un petit peu trop tard. Et parfois, on n'arrive même pas à mettre le point, donc le doigt sur la tumeur initiale. Alors, présence de mélanocytes, bah, oui et non. Maintenant, pour expliquer la localisation muqueuse, on parle d'autre chose plutôt que de mélanocytes. Oui, alors les mélanocytes, c'est eux qui vont nous donner la couleur brune. Est-ce que vous avez une idée? Très bien, c'est un petit peu ça, exactement. Votre camarade, c'est des cellules précurseurs. Alors, ces cellules précurseurs, c'est pour ça qu'elles vont expliquer non seulement cette localisation, donc cutanée, mais également muqueuse. Alors, parfois, il y a carrément des mélanomes qui est leptoméningé. Hein, c'est pour ça que je vous dis, ça reste... les mélanocytes, on va les retrouver, donc ces cellules précurseurs un petit peu, on va les retrouver dans des sites presque improbables. Donc, ils n'existent pas qu'au niveau de la peau. Hein. Allez, on continue? Alors, sur le plan épidémiologique, alors c'est 1% des tumeurs malignes, hein, donc en général. Alors, sur les cancers cutanés, alors le mélanome représente 5%. Alors, c'est des sujets, pourquoi à peau claire? Parce que la mélanine, c'est elle qui nous protège, normalement. Donc, ces sujets-là sont plus à risque, c'est des sujets à risque. Alors, c'est des sujets en général de phototype 2, 1, 2, plus ou moins 3. Alors, chez notre population, nous, donc ici, dans notre pays, alors nous avons des phototypes. Alors, les phototypes clairs, c'est le 3, ce qu'on a chez nous. Mais la majorité, ça va être du 4, 5. D'accord? Le 6, ça va être pour la carnation la plus foncée. Alors, il va toucher, on revient un petit peu sur l'épidémiologie, ce mélanome, il touche tous les âges. Alors, quand on dit tous les âges, on peut voir le mélanome chez l'enfant, mais ça reste rare. Et puis, les mélanomes de l'enfant sont en particulier. Donc, vous avez des mélanomes, alors c'est des tumeurs malignes de Spitz, ou encore, on peut avoir une transformation, on verra tout à l'heure, de mélanomes géants, plutôt de névus géants en mélanome. Alors, ça reste rare, et ça, en général, le meilleur pronostic chez l'enfant.
Alors, maintenant concernant le sexe ratio, alors, le mélanome vient au 6e rang des cancers de la femme et au 8e des cancers de l'homme. Donc c'est important, vous voyez que c'est pas ça reste quand même une tumeur, plus ou moins, on va dire, fréquente. Concernant l'incidence, alors l'incidence, ce que vous voyez donc, ce que vous à travers les chiffres donc vous avez lus, donc vous voyez qu'elle est variable et qu'elle va augmenter en fonction donc au fur et à mesure qu'on va s'approcher de l'équateur. Alors pourquoi l'équateur? C'est à ce niveau-là qu'il va y avoir donc une augmentation de l'ensoleillement étant donné que le soleil va être le principal facteur de transformation maligne et de mutagénèse. Alors je vous ai posé une question pour comprendre un petit peu les disparités épidémiologiques. Vous voyez que, alors déjà, je viens de répondre un petit peu hein, à cette première question. Donc, comment expliquer? Alors, en Europe, on a 5 à 10 cas. En Australie, on a 40 cas. On peut avoir, oui, l'exposition solaire. Oui, le soleil, premier facteur. Donc, vous avez le soleil. Alors, vous avez également parfois une sous-évaluation, alors notamment la race blanche. C'est un petit peu raciste de dire la race blanche, les phototypes clairs, je préfère, oui, le dépistage, effectivement, le dépistage, oui. Alors le dépistage, la prise en charge, le diagnostic, les moyens diagnostiques, la sensibilité, la sensibilisation de la population générale, et puis il y a d'autres on va inclure tous ces facteurs-là. Donc, les pays développés, au niveau des pays développés, on a l'impression qu'il y a plus de mélanome, alors que pas forcément. Et puis, il y a plusieurs types de mélanome. Donc, on n'a pas les mêmes mélanomes, que ce soit, donc, par exemple, en Europe ou chez nous. Hein. Maintenant, l'incidence, on voit qu'elle est en augmentation. Hein. Donc, il y a des chiffres qui montrent qu'il y a une augmentation, alors que la mortalité, elle reste stable, on va dire, de façon globale. Donc, pour expliquer ça, c'est simple, c'est tout simple. Donc, c'est les moyens diagnostiques. Alors, étant donné que c'est difficile un petit peu de faire des enquêtes, donc des enquêtes épidémiologiques fiables, notamment chez nous, il y a quelques enquêtes parce qu'elles doivent être exhaustives et puis toucher tout le territoire. Hein. Donc, les enquêtes qu'on a en général, les études épidémiologiques, elles concernent plutôt les pays développés. Donc, c'est pour ça qu'à ce niveau-là, on va donc observer cette augmentation de l'incidence, étant donné que les moyens mis en place seront bien sûr d'autant plus importants, alors que la mortalité donc restera stable. Donc, il n'y a pas forcément une augmentation des mélanocytes, plutôt des mélanomes de façon générale. Sur le plan physiopathologique, donc on retrouve le soleil avec un plus, donc le soleil, principal facteur mutagène. Et puis on retrouve un terrain prédisposé. Alors il y a des gènes qui ont été individualisés ces derniers temps. Alors c'est des gènes à forte pénétrance, ou encore il y a des variants. Donc il y a une prédisposition génétique. C'est pour ça que souvent, de toute façon, en faisant l'examen clinique et l'interrogatoire de votre patient, il faudra toujours demander les antécédents familiaux de mélanome. Pourquoi? Parce qu'il y a des cas familiaux de mélanome. Alors, c'est pour ça que vous allez voir que dans les sujets, alors chez les sujets à risque, on va retrouver bien sûr, alors je lis un petit peu ce que vous, gènes, oui, très bien, donc vous m'avez donné le gène, parfait, donc c'est des gènes. Ça ne veut pas dire que tous les mélanomes possèdent ce gène-là, mais si on a ce gène, on a de fortes chances de développer un mélanome, étant donné que le développement du mélanome va se faire donc par le biais de plusieurs facteurs donc qui vont converger, qui vont aboutir donc à cette transformation, à cette donc cette transformation maligne. Alors, alors, excusez-moi, là, je vais juste, donc on est passé à la planche d'après. Donc, un petit rappel juste sur la mélanogénèse. Donc, la mélanogénèse, c'est la synthèse de la mélanine. Donc, je vous ai mis pratiquement tous les sites où on va retrouver ces mélanocytes, donc qui sont un petit peu les précurseurs. Donc, vous voyez, il y en a au niveau des yeux, il y en a au niveau du follicule pileux. Alors, les précurseurs, au départ, on avait dit que peut-être les précurseurs se trouvaient au niveau des follicules pileux, mais là, on parle plutôt, vous voyez, vous avez on a des muqueuses, on a des organes internes, donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des localisations, ça reste rare, comme je vous disais tout à l'heure. Maintenant, ces mélanocytes, donc c'est eux qui vont être responsables de notre carnation. Alors la carnation, elle concerne non seulement la peau, la couleur de la peau, les cheveux, bien sûr les yeux. Alors, les phototypes étant les plus clairs vont avoir donc des yeux plus clairs, donc des cheveux clairs, et puis bien sûr cette sensibilité et ce risque. Alors, c'est des sujets en s'exposant au soleil qui risquent de faire en général des coups de soleil. Alors, on va retrouver comme dans les facteurs donc mutagènes ces coups de soleil en général à répétition.
Et puis pourquoi? Parce que gardez à l'esprit que les mélanocytes ne vont pas être éliminés. Donc tous les dommages encourus donc, par le soleil vont rester. C'est pas comme pour les kératinocytes. Les kératinocytes, on a vu ensemble qu'il y avait donc un pool, un renouvellement kératinocytaire et avec élimination un petit peu des kératinocytes, comme on l'a vu à partir de la couche basale, alors que pour les mélanocytes, ceux qui auront subi donc tous ces dommages resteront en place. Donc s'il y a accumulation des dommages, notamment photoniques, donc il y a un risque quand même de transformation. Alors là, vous avez un petit tableau, donc voilà. Donc ce que vous voyez, c'est les phototypes. Alors on a donc les phototypes les plus clairs, c'est pour ça que je vous disais, alors nous, alors le 1, le 2, c'est vraiment très, très clair, hein. Donc le 1, c'est presque pratiquement des sujets, on va pas dire albinos, mais qui sont hyper clairs de peau, alors qu'ils vont avoir des taches de rousseur, ils vont avoir les yeux très clairs, donc bien sûr les cheveux clairs également, et puis au fur et à mesure, donc on va voir une augmentation donc de la carnation, donc et puis vers le phototype le plus foncé. Quels sont les facteurs de risque? Alors, soleil, on commence par le soleil. Alors le soleil, pourquoi? Parce que alors le soleil va intervenir, comme je vous ai dit, donc entraînant donc une mutation au niveau cellulaire. Alors non seulement, alors soit c'est des sujets, parce qu'en interrogeant, on va retrouver soit des sujets qui se sont déjà beaucoup exposés et qui ont eu des coups de soleil. Alors même les expositions, les coups de soleil qu'on a eu dans l'enfance, alors on va garder les dommages, hein. Donc comme vous le savez, on a un capital soleil qu'il faudra préserver au fur et à mesure. Donc c'est pas parce que vous vous exposez plus maintenant que vous êtes déjà exposé dans le passé. Donc il faudra continuer à se protéger afin de préserver ce capital-là. Alors donc vous avez donc ces expositions solaires dites intermittentes et intenses, et en parallèle vous avez les expositions chroniques et cumulatives. C'est pas parce qu'on fait pas de coups de soleil, mais qu'on se dort un petit peu au soleil pendant la saison estivale, qu'on n'est pas non plus à l'abri. Donc tous ces rayonnements seront emmagasinés, et puis bien sûr, si on a quand même des facteurs de risque, ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'on s'expose au soleil qu'on va faire un mélanome. Il ne faut pas faire peur à tout le monde non plus, mais si on s'est donc exposé au soleil, si on a par exemple des antécédents de mélanomes familiaux, si on a un phototype très clair, donc là, il faut faire attention. Donc c'est des sujets, on va dire, un petit peu à surveiller de près. Maintenant, le siège du mélanome. Non seulement on va le voir sur les zones photoexposées, étant donné le rôle du soleil, et puis vous allez retrouver, bien sûr, des mélanomes sur des localisations couvertes. Alors, localisation couverte, pourquoi? Est-ce que vous pouvez me répondre, s'il vous plaît? Alors, j'espère que vous êtes un petit peu réveillés, là. Allez. Oui, alors, existence des facteurs individuels tels que les névus, éventuellement. Alors, névus, il faut faire attention, on va voir lesquels. Donc, les névus, c'est pas tous les névus, hein. Et il n'y a que les névus, alors ce qu'on appelle le syndrome des névis atypiques, avec risque donc d'apparition de mélanome. C'est pas parce qu'on a un névus, donc un grain de beauté, qu'on a un risque de développer un mélanome. Alors les localisations, on en a parlé d'abord. D'ailleurs, même vous, dans votre réponse, là, vous êtes en train, alors pour la personne qui vient de me répondre pour les facteurs individuels, donc il y a déjà le facteur génétique, donc vous avez répondu tout à l'heure. Alors on a vu les mélanocytes se retrouvent un petit peu partout. Alors l'exposition solaire, il faut faire attention. Et puis bien sûr, on a des localisations prédictives, hein, et des localisations prédictives. Et puis c'est pour ça qu'on va retrouver un mélanome un peu, avec certaines localisations, on va dire, hors zone exposée. Immunodépression, éventuellement. L'immunodépression, de toute façon, elle favorise de façon générale le développement de tumeurs. Alors l'immunodépression, ça va être plus pour tout ce qui est carcinomateux. Oui, parfait. Maintenant, à côté du soleil, vous avez tout ce qui est facteur individuel. Donc, on est toujours dans les mécanismes, physiopathologiques. Donc, là, vous avez, donc, il y a les 2 gènes qui ont été individualisés. Alors, dans 10% des cas, on retrouve des cas familiaux. Donc, il faut bien interroger. Alors, il y a non seulement parfois la présence de cas familiaux, mais des antécédents, voire même personnels de mélanome. Alors, si le patient a déjà fait un mélanome, il a un risque de refaire un mélanome. Donc, il a déjà tous les facteurs de risque, donc même sans le facteur familial. Donc, voilà les 2 gènes. Donc, vous avez le CDKN2A et puis le CDK4.
Alors, il y a des thérapies, ce qu'on appelle les thérapies ciblées qui ont été développées ces dernières années, donc à travers ce qu'on appelle les biothérapies, donc qui viennent, donc et puis on verra ça tout à l'heure, donc ils viennent un petit peu agir à ce niveau-là, au niveau des mécanismes immunologiques. Alors, le terrain, vous avez bien sûr donc le phototype clair, l'immunodépression, et puis vous avez voilà les fameux l'existence de névus existants, préexistants. Alors cette association, elle est décrite dans 20%. Alors dans 20% des cas, au cours de quoi? Alors au cours du névus congénital géant, alors on estime que le risque de transformation, il est de 5 à 15%. Et puis vous avez ce qu'on appelle le syndrome des névis atypiques, et puis les sujets à phénotype névique. Est-ce que quelqu'un peut me répondre et me dire ce que c'est? À quoi correspondent ces névus-là? Est-ce que vous êtes là? Quelqu'un pourrait me répondre, s'il vous plaît? Syndrome des névis atypiques? Oui, j'ai une réponse, ouais. Une immunodépression? Oui, un grand nombre de névus, souvent de grande taille. Oui. Alors là, votre réponse, c'est pour, donc, je suppose, le syndrome des névis atypiques. Alors, un grand nombre, oui, c'est le nombre. Alors, la taille n'est pas qu'un facteur, c'est plus l'aspect. Alors, on verra tout à l'heure ce qu'on appelle oui, n'ayant pas les critères histologiques. Alors, je lis un petit peu au fur et à mesure. Alors, le syndrome des névis atypiques, n'ayant pas très bien les critères histologiques du mélanome. Mais parfois, on peut retrouver des petites atypies. Alors, ce n'est pas des atypies comment dire, de malignité. Le problème avec ce syndrome des névis atypiques, parce que vous allez voir, si bien sûr, c'est des patients qui vont avoir plusieurs névus, plusieurs grains de beauté, on va dire. Cependant, si on devait prendre chaque grain de beauté, alors parce qu'on va faire notre abécédaire, notre dermoscopie, on verra tout à l'heure ce que c'est, on aura l'impression qu'il y a des critères donc d'atypie et de malignité. C'est ça le problème. Maintenant, si on prend tous ces névus dans leur globalité, parce que ça reste un patient, donc on va examiner, on va être uniciste, on verra que tous ces névus se ressemblent. Bien qu'ils aient ces aspects un petit peu, parce qu'ils ont des contours un petit peu irréguliers, ils ont des modifications, des petites modifications tinctoriales, donc on va retrouver plusieurs couleurs, alors au sein du même névus. Pourquoi? Parce que tout ça, en général, ça attire notre attention. Dès qu'on a plusieurs couleurs, des contours un petit peu émiettés, qui ne sont pas réguliers, asymétriques, ça doit faire tilt dans notre tête et penser premier diagnostic mélanome. Mais je vous ai dit, quand vous prenez votre patient, d'ailleurs je vais vous montrer une photo, alors ces patients vont avoir donc tous ces névus, bien qu'ils aient un aspect individuel d'atypie, vont se ressembler dans l'ensemble plutôt. Donc de façon globale, donc tous ces névus se ressemblent. Maintenant, le problème qui se pose, c'est qu'on a dit qu'il y avait un risque quand même, le risque d'apparition, de transformation. C'est-à-dire, il faudra surveiller, il faudra cartographier, donc il faudra faire des photos pour ces patients-là. Il faudra leur enseigner aussi l'autosurveillance. Alors, l'autosurveillance peut se faire par le patient lui-même ou par donc des membres de la famille. Et puis, toute apparition d'une lésion ou d'une modification d'une lésion, c'est-à-dire doit vous faire suspecter l'apparition d'un mélanome. D'ailleurs, on appelle ça, on fait ce qu'on appelle une petite recherche, on va rechercher le vilain petit canard, c'est-à-dire tous les canards se ressemblent, vous connaissez la petite anecdote et la petite histoire du vilain petit canard, donc tous les canards se ressemblent, tous les canards vont être par exemple noirs, et puis le mélanome va se présenter autrement, donc ça va être un petit canard de coloration jaunâtre, enfin schématiquement parlant. Donc on va avoir une lésion qui est différente. Cette lésion différente doit faire l'objet, alors bien sûr d'un examen dermoscopique, mais surtout d'un examen histologique. Et ça, vous devez l'expliquer à votre patient. C'est des patients qui vont devoir éviter le soleil, hein. Donc protection, autosurveillance, donc c'est des patients à surveiller. Et puis vous avez à côté, donc ça, c'est des gens qui risquent de faire des mélanomes. Alors, et puis vous avez le névus géant. Je vous ai dit le névus. Alors là, c'est un grand névus quand même, hein. Donc ça va être en général des plaques pigmentées, parfois un petit peu en relief. On va avoir une hypertrichose, une hyperpilosité. Alors ça pose problème quand c'est des petits névus, on va dire même un névus géant. Donc
Même s'il fait une dizaine de centimètres, une quinzaine, une vingtaine, ça peut être compliqué parce que dans l'idéal, on va dire, on va faire une exérèse et s'en débarrasser, comme ça on n'aura pas à surveiller. Donc la reconstruction, quand c'est possible, on le fait. Quand c'est pas possible, il faudra faire une surveillance. Pourquoi? Parce que la reconstruction chirurgicale peut être un petit peu compliquée. Donc, sur ce type de névus, on explique aux parents, parce que souvent la consultation se fait quand même à un âge précoce, donc on explique que toute modification, donc toute apparition d'un relief, d'un nodule, d'une différence de pigmentation, donc doit faire attirer l'attention des parents et faire consulter. Et on doit pratiquer également une biopsie. Maintenant, je vous ai dit, il y a des gens qui sont... Alors, ce n'est pas vraiment un facteur de prédisposition. Alors, les névus en général, c'est bénin, il ne faut pas en avoir peur. Mais il y a des patients quand même qui ont tendance à faire beaucoup de névus. Donc, cela, on va un petit peu quand même on ne va pas dire surveiller, mais on les aura un petit peu à l'œil. Il y a des gens, dès qu'ils s'exposent, ils font des névus. Donc là, ça veut dire qu'ils ont déjà épuisé leur capital soleil. Et puis, s'il y a d'autres facteurs de prédisposition, il peut y avoir un risque d'avoir un mélanome. Mais de façon générale, concernant les névus, donc ça va être les névis, le syndrome des névis atypiques, et puis le névus congénital géant. Si on doit faire la synthèse, donc les sujets à risque. Oui, j'ai une petite question là, ou une réponse. Névus, grain de beauté. Alors, grain de beauté, on sait qu'on dit grain de beauté. Alors, grain de beauté, c'est dans le jargon un petit peu, médicalement parlant, c'est névus. Hein. On ne parle pas de grain de beauté. Donc, en tant que médecin, vous devez parler de névus. Maintenant, quand vous voulez expliquer à votre patient, bien sûr, vous pouvez utiliser tous les termes pour un petit peu, pour que votre patient comprenne. Alors, névus, donc, et puis névi au pluriel. Alors, sujet à risque, sujet à peau claire, donc antécédents, comme je vous disais tout à l'heure, et puis les deux types de névus, donc atypique et puis géant. Cliniquement, maintenant, le diagnostic doit être clinico-histologique. On ne va pas s'amuser à faire un diagnostic clinique seul ou à éliminer, donc au moindre doute, il faudra pratiquer une biopsie. Alors, cliniquement, bien sûr, vous avez les critères cliniques, l'apparition, pardon, alors je lis vos questions, l'apparition de nouveaux névis chaque année, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il y a un risque de transformation? Alors c'est vrai que c'est un cours, alors souvent, après ce cours-là, beaucoup en sortent un petit peu inquiets. Ne vous inquiétez pas plus que ça. C'est pas parce que vous avez des névus, donc des névis, ou vous faites des névus, donc c'est pas méchant. Ça veut dire, je vous ai dit, vous avez épuisé un petit peu dans votre capital. Vous avez peut-être un phototype clair. Ça ne veut pas dire que vous allez faire un mélanome. Hein. Donc on a vu, il y a d'autres facteurs. Hein. Il faut vraiment qu'il y ait des dommages quand même causés par le soleil. Parfois on a des prédispositions. Donc c'est pas parce que vous faites beaucoup de névus que c'est forcément méchant. D'accord? Alors, diagnostic, on revient au diagnostic. Le diagnostic, il est clinico-histologique. Donc, à travers les critères cliniques, on entend ce qu'on appelle la règle de l'abécédaire. Cette règle de l'abécédaire, on va la retrouver non seulement en clinique, mais en dermoscopie. Alors, qu'est-ce que la règle de l'abécédaire? Là, je pense que vous savez ce que c'est, normalement. C'est un élément de base de diagnostic pour le mélanome. Si vous pouvez me répondre, s'il vous plaît. Alors là, je vous ai mis quelques photos. Alors, quand on fait la règle de l'abécédaire, habituellement, on va tracer deux lignes perpendiculaires. Hein. Donc, oui, asymétrie, oui, le A pour la symétrie. Donc là, on va voir sur ce que vous voyez là, donc les photos, les bords, parfait. Donc, vous avez la symétrie, les bords, bien sûr, les bords irréguliers, c'est ce qu'on voit là. Donc, on voit que, alors, les bords sont plus visibles sur la photo de droite. Donc, si on trace une ligne, on va voir qu'il y a une asymétrie totale, hein, pratiquement. Hein. Donc, la couleur inhomogène, là, on voit que quand même, il y a une différence donc, de couleur. Là, on voit du noir, on voit du rouge, on voit du marron. Les bords, on a l'impression que c'est un petit peu grossièrement symétrique, mais pas tant que ça. Hein. Un diamètre, alors ce n'est pas un signe très spécifique, mais on le garde. Donc, pour les grosses lésions, il faut faire attention. Donc, au-delà de 6 mm, donc on fait attention. Et puis, enfin, ce que vous avez bien sûr l'évolution. Alors, l'évolution ou les modifications récentes. Donc, toute modification doit également attirer l'attention. Vous voyez que là, quand même, il y a une... Alors, il y a des nodules. Vous voyez, il y a un petit nodule. Donc, sur les deux photos, donc il y a une évolution déjà en profondeur. Pourquoi? Parce qu'on verra tout à l'heure qu'il y a une évolution en deux phases. Il y a une phase donc
horizontale et puis une phase verticale. Dès qu'on est en phase donc verticale, ça y est, ça veut dire qu'il commence quand même à y avoir une extension au niveau des couches les plus profondes de la peau avec risque de métastase, hein. Donc ça, c'est pour l'abécédaire. Et puis, mais ça n'est pas. Alors, on peut avoir des mélanomes, pas forcément avec cet aspect-là, hein. On verra tout à l'heure dans le nodulaire, ça peut être un nodule ou une papule noire, hein, de couleur homogène, mais il y a d'autres critères. Alors, actuellement, on fait plus de diagnostic vraiment que sur la clinique. La dermoscopie est un examen, alors là, d'une simplicité enfantine, enfin simple à utiliser, surtout non invasif, qui nous permet de confirmer la durée d'extension pour dire qu'il s'agit d'un mélanome. Alors ça n'a rien à voir, hein, ce n'est pas un problème de temps, on peut avoir des évolutions plus ou moins rapides, des évolutions lentes. Maintenant, tout dépend du type de mélanome. On va voir que pour certains types de mélanomes d'extension superficielle, l'évolution se fait un petit peu sur le long. Parfois, on va par exemple voir pour le Dubreuil, les patients viennent nous dire, voilà, je l'ai depuis 5 ans, je l'ai depuis 4 ans. Maintenant, pour d'autres types de mélanomes, ça va être très rapide. Sur les nodulaires, ça peut ne pas dépasser l'année. Là, mais on est sur plutôt des critères presque pronostiques qu'autre chose. Maintenant, les durées d'évolution, ça dépend, tout dépend de votre indice de Breslow, on verra ça tout à l'heure. Alors, donc, qu'est-ce que je disais? Donc, on peut avoir d'autres aspects, hein. Ça n'est pas le mélanome. Malheureusement, le mélanome, il a beaucoup de visages. Alors, c'est une tumeur, malheureusement. Ça reste les formes les plus fréquentes, hein. Mais là, déjà, c'est de grosses lésions, hein. Il ne faut pas laisser évoluer jusqu'à ce stade-là. Mais on a des mélanomes achromiques. Alors, c'est terrible. Avec le mélanome achromique, c'est très difficile de poser le diagnostic. C'est pour ça que, de façon générale, toute apparition d'une nouvelle lésion, alors chez une personne d'un certain âge, doit faire au moindre doute pratiquer une biopsie. On peut avoir, alors le mélanome achromique, il ressemble à s'y méprendre à un petit nodule, une petite papule, mais alors là, il peut être rosé, il peut être blanchâtre, alors sans pour autant avoir ces caractéristiques-là, hein. Donc c'est très. Maintenant, je vous disais donc la localisation chez la femme en général, c'est plus la jambe. Et maintenant, c'est en fonction du type. On va voir les différentes formes, hein, de mélanome, et puis il va y avoir des localisations différentes. Alors, c'est plus la jambe, mais on peut avoir ailleurs également d'autres mélanomes. Alors, le dos pour l'homme et puis la jambe pour la femme. Mais on peut avoir des mélanomes partout, hein. Alors maintenant, si on prend le Dubreuil, c'est au niveau de la face, hein. Ça n'est pas, il est assez fréquent si le Dubreuil, c'est le mélanome, donc extension superficielle. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc, pour le mélanome, maintenant la dermoscopie, j'insiste sur la dermoscopie, c'est un examen non invasif, mais il est un petit peu de l'ordre de la spécialité. Donc, mais sachez qu'il va nous aider pour poser donc le diagnostic. Alors voilà ce qu'on voit, hein, en dermoscopie. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un dermoscope, quelqu'un pourrait me dire ce que c'est. Vous l'avez peut-être déjà vu au niveau du service, pour ceux qui ont déjà fait un stage au service, non? Alors, c'est un petit appareil avec une lumière, donc qui va être amplifiée. Alors, une espèce de grosse loupe qui va être intégrée et qui va nous permettre donc de voir, oui. On l'assimile un petit peu à une microscopie de surface, oui, oui, c'est un petit peu ça. Alors, dire que c'est un microscope, pas vraiment, mais c'est plus, on va voir vraiment toutes les anomalies. Mais pour simplifier les choses, vous avez raison en disant que c'est une microscopie à fort grossissement, hein. Donc, on voit pas les cellules, mais on voit quand même les différences architecturales, donc les modifications. Vous voyez que c'est un petit peu comme ce qu'on voit à la règle de l'abécédaire. Donc en dermoscopie, cet aspect inhomogène, ce que vous voyez là, donc avec certaines caractéristiques quand même, donc on voit qu'il y a une accentuation au niveau de certaines zones, un aspect inhomogène, alors il y a d'autres critères, ça nous permet quand même d'évoquer le diagnostic de mélanome. Alors, le diagnostic dermoscopique se fait pour le mélanome, pour le carcinome. Maintenant, on a un petit peu élargi la dermoscopie aux autres maladies non tumorales, mais sincèrement, le dermoscope trouve surtout son indication pour ces pathologies-là. Alors, vous avez d'autres choses, ce qu'on appelle la microscopie confocale. Est-ce que vous savez ce que c'est? Alors, très peu de centres en disposent, hein. Alors, chez nous, il n'y en a pas. Donc, mais c'est bon à connaître. Peut-être à l'avenir, on aura ce type d'examen. Oui. Alors, j'attends votre réponse. Alors, malheureusement, je n'ai pas passé le service. J'ai pas passé. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous êtes les bienvenus même à l'avenir. Donc, vous pouvez faire vous pouvez assister. On a toujours dit que vous étiez les bienvenus en consultation. Ça vous permet de vous imprégner un petit peu. Alors,
Surélevé? Qu'est-ce qui peut être surélevé? Alors, pour la personne qui vient de poser la question, qu'est-ce qui peut être surélevé? Essayez de préciser votre question. Oui. Le mélanome? Bien sûr. Bien sûr, on va voir les formes cliniques. Les formes cliniques, vous avez la forme nodulaire. Quand on parle de nodule, c'est surélevé. Vous vous souvenez de la lésion? On a fait le cours des lésions élémentaires. Est-ce qu'un névus est douloureux et peut évoquer une dysplasie? Alors, pourquoi, à votre avis, un névus serait... alors là, votre question, elle est un petit peu compliquée. Là. Il ne faut pas se compliquer trop l'existence. Douloureux, pourquoi douloureux? Alors, dès qu'on a une douleur, alors la douleur, les névus ne sont pas douloureux de façon générale, mais parfois, à cause de facteurs irritatifs, ils peuvent le devenir. Hein, c'est pas méchant. C'est pas parce qu'on a hérité un névus qui va forcément devenir dysplasique. Hein. Prurigineux, ça dépend. Ça dépend. Il y en a parfois qui peuvent se plaindre d'un petit prurit. Parfois, si on a. Alors, le problème c'est pas vraiment un problème, mais parfois il y a des névus au niveau du visage. Alors, souvent, c'est des névus donc pileux. Il va y avoir des petits poils comme ça, et c'est à partir de ces poils-là que, pardon, des images. On va revenir. Je réponds. Alors, souvent, ça dérange un petit peu les patients. Alors, ces névus-là sont parfaitement bénins, mais ils peuvent être le siège de folliculite. Si on a des poils sur le névus, donc ça peut être donc porte d'entrée infectieuse, ça peut entraîner une irritation. Par exemple, chez les hommes, au cours du rassage, il peut y avoir des petits traumatismes. Donc ça, c'est concernant. Donc, mais sinon, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque particulier. Ça ne veut pas dire qu'on va aller traumatiser le névus. Hein. Alors oui, alors là, la microscopie, alors va donc nous montrer des images donc des différentes profondeurs et surtout c'est une image, ce que vous voyez là, c'est l'image de la microscopie, c'est une image in vivo, cellulaire, on voit les cellules pratiquement, c'est pour ça que je dis c'est un examen très poussé, très coûteux, il y a très peu de centres, même en France, qui en disposent, je pense qu'ils en ont que 2 ou 3. Alors là, peut-être à l'avenir, ça sera la solution. Donc on va aller vers des méthodes non invasives et puis un diagnostic pratiquement clinique, sans biopsie, sans histologie, sans rien du tout. Hein. Donc ça, c'est dans le... Alors, je lis vos questions. Est-ce que l'âge est un facteur? Par exemple, attendez. Est-ce que l'âge, par exemple, une fille qui a un névus peut avoir un mélanome? Alors là, je pense franchement, vous pouvez répondre à votre question. Pourquoi vous voudriez qu'une fille qui a un névus pourrait avoir un mélanome? Je vous ai dit, avoir des névus, ça n'est pas méchant. Ça n'est pas méchant. C'est très fréquent, c'est très commun. Je pense que tout le monde a des névus. Est-ce invasif? Pas du tout. La microscopie confocale, c'est ce que vous voyez, c'est une espèce d'échographie de surface, mais vraiment, c'est une échographie qui permet de voir quand même les cellules. Hein. Alors, une séance d'épilation laser des jambes sans éviter les névus, ça peut favoriser. Alors, on évite quand même de toucher les névus hein, par le laser. Hein. Donc, tous les laséristes, ça le savent. Pourquoi? Bon, donc, on va venir quand même traumatiser, brûler, parce que le laser, qu'est-ce qu'il va faire? Il va brûler la mélanine, et puis au même titre, il va brûler la mélanine du névus. C'est pas méchant, mais il faudra éviter quand même de faire ça. Alors, donc, diagnostic clinique, et puis confirmation. Alors, il nous reste 2 minutes. Alors, aujourd'hui, on va pouvoir s'étaler. Hein. Je vous préviens les enfants, donc je suis là avec vous jusqu'à 4 heures. Donc, biopsie maintenant, la biopsie, elle est indispensable. On va faire une biopsie, alors dans l'idéal maintenant, quand on a une petite lésion, on enlève toute la lésion. Donc, c'est pas la peine d'aller faire une petite biopsie donc d'une partie de la lésion, on va enlever. Pourquoi? Parce qu'il faudra respecter les marges, il faudra éviter de trop traumatiser les lésions, étant donné que en général, c'est des lésions donc malignes. Pourquoi? Parce que même si on confirme, il faudra reprendre rapidement. Alors, dans un premier temps, on peut enlever sans faire de marge. Maintenant, si on est sûr, on fait d'emblée une exérèse avec marge. Hein. Maintenant, si on n'est pas sûr, on enlève et on reprend. Alors, il faut reprendre en général avant le mois qui passe. Et puis, alors, il y a votre camarade qui demande un névus qui s'atrophie et disparaît, est un signe de transformation. Non, non, alors il y a des phénomènes particuliers de régression, ce qu'on appelle. Hein. Il y a des phénomènes de Sutton. Alors, c'est des phénomènes un petit peu, malheureusement, qui ne sont pas que l'apanage des névus. Alors, ces phénomènes de régression-là et de disparition, hein, ils peuvent aussi bien toucher le névus que le mélanome, malheureusement. Donc, les cellules, malheureusement malignes, seront toujours là, au profit, parce qu'on dit que le névus aura disparu, mais non, les cellules seront toujours là.
Quelles sont les indications d'une biopsie? Ben, dès que vous suspectez un mélanome. D'accord? Donc, si vous n'êtes pas sûr de votre diagnostic, donc d'abord, l'incertitude diagnostique, on ne s'amuse pas, on ne doit pas passer à côté d'un. Là, il nous reste une petite minute, moins d'une minute, donc ça va s'éteindre d'un instant à l'autre. Donc, je réponds à votre question et puis on va reprendre donc les critères. Donc, moindre doute, diagnostic, biopsie. Si on est sûr, si on suspecte, biopsie. Et puis, sauf si on est sûr que c'est un névus, que c'est bénin, là, on laisse tranquille. Et encore, parfois, il faudra quand même surveiller. C'est pas toujours évident de poser, d'éliminer le diagnostic d'un mélanome. D'accord? Alors, transformation, si vous avez d'autres questions, profitez-en, comme ça on se... Quelles sont les indications de biopsie cutanée? Allez, à tout de suite, parce que ça va se couper là, je pense. On va se retrouver. Alors, cutanée, la biopsie, il n'y a pas de questions?